Non, non, ce que je dis, c'est que les homos ont des droits fondamentaux comme tout le monde. Mais le fait d'avoir un enfant, c'est pas un droit fondamental. C'est l'équation sine qua non d'une alliance entre un homme et une femme. Point. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si, ça me fait. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est pas votre vie. Non, c'est pas... D'accord. Alors on se respecte. On se respecte. Alors si on se respecte, on ne doit pas faire de l'ingérence avec nos enfants dans l'école au nom du lobby LGBT. Bon, je laisse répondre monsieur Nicolas Lefebvre. Alors, moi je vais te répondre, c'est assez simple. Il y a... Ah non, non, si, justement, il faut débattre. Si. Non, justement, il faut débattre. Moi je suis pour le débat. Il n'y a jamais eu de débat ouvert. Il n'y a jamais eu de débat ouvert. Alors, un peu de calme, on va se calmer. Donc, mademoiselle dit qu'elle voit pas où est le problème. Nous, on voit... Moi, je vois toujours un problème avec la police. Nous, le problème, c'est qu'on donne pas le choix. À la rigueur, s'il y a des parents qui veulent emmener voir des enfants voir les drag queens, nous, on trouve pas ça tolérable. Mais qu'on ait le choix. Pourquoi on nous impose, en 5e primaire, de savoir ce que c'est que des couilles et une bite dure? À quoi ça sert? Oui, c'est dans le programme. Il suffit de... Mais c'est dans le programme. J'ai dans ma famille un instituteur à Kokelberg, il vient de recevoir ça comme programme dans le cursus de l'année prochaine. Et ça n'existait pas avant. Qu'on fait découvrir les corps et la sexualisation en maternelle, ce n'est pas normal. On n'a jamais vu ça de notre vie. Ce sont les parents à éduquer leurs enfants. L'école est faite pour l'apprentissage. Qu'ils se contentent des mathématiques, du français et compagnie, mais ils n'ont pas à légiférer sur la sexualité des enfants. On veut arriver à quoi? On veut arriver à ce que Soros impose partout, c'est la dénaturatisation... C'est difficile à dire quand on est énervé. Et donc, eux, ils veulent retirer toutes les valeurs. Alors qu'ils le fassent dans leur pays, retirer toutes les valeurs. Aux États-Unis, on voit qu'ils n'ont plus beaucoup de valeurs. Ici, en Europe, on est un vieux continent où on a beaucoup de valeurs. Eh bien, si vous avez envie, vous, d'avoir des enfants et de leur inculquer la sexualisation, pourquoi pas? Mais ce sera vos enfants et il faudra faire avec quand ils seront grands. Ça, c'est vraiment... Ah, oui. Ah. C'est la liberté. On est encore dans un pays semi-démocratique, semi-libre, puisqu'on ne peut pas encore se présenter partout. Et donc nous ici, on est là pour, et pas que pour Evras, on est là pour reprendre nos droits. On est là pour reprendre nos valeurs en main. Ah ouais, c'est vrai. C'est parce que j'ai habité avec un golophone. Donc, on est ici pour quoi? On est ici pour reprendre nos valeurs. On est ici pour demander au peuple ce qu'il veut comme méthode de vie. Et on n'est pas là pour imposer. Imposer comme les politiques font par rapport aux lobbyistes et par rapport à des gens qui sont au-dessus et qui arrosent d'argent nos politiques. Nous, on préférerait de loin discuter avec les citoyens, mettre des plateformes en place pour que les citoyens demandent ce qu'ils veulent et nous, au service des citoyens, et pas l'inverse, pas les citoyens au service de la politique. C'est notre seul but. Maintenant, c'est assez vaste, puisqu'on a énormément de choses à changer, puisqu'ils nous ont, quelque part, pendant 50 ans au moins, 50 ans, où ils ont instauré des mesures sans notre aval. Est-ce qu'on vous a demandé cette année le doublement du budget de l'armée? On ne vous l'a pas demandé. Mais il manque autant pour l'éducation. Mais on a donné pour l'éducation. En 2018, Mme Wimes a retiré 1 milliard d'euros à la santé, juste avant la pandémie circus. Et donc ce milliard n'a jamais été redonné à la santé. Et après on dit qu'il manque des hôpitaux. On a supprimé quand même 2500 lits ici, ces quelques dernières années. Alors que la population augmente. Mais alors, on fait quoi des malades? On les fait rentrer automatiquement à la maison? On écoute leur séjour? Une maman qui va accoucher ne pourra rester que 2 jours, qu'une nuit? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal
qu'on paye autant d'impôts et qu'on n'a pas de regard sur nos impôts. On ne peut pas choisir à quoi vont servir nos impôts. Nos impôts servent à alimenter des guerres, à alimenter Big Pharma, à alimenter 660 ASBL à Bruxelles qui dirigent le pays et Bruxelles. Alors que nos politiques continuent à augmenter leur salaire et leur pouvoir sans plus avoir aucune décision à prendre. Donc on est là, nous, pour prendre des décisions, on est là pour suivre le peuple, on est là pour le peuple, par le peuple, et c'est comme ça qu'on va y arriver à changer les choses. Alors je sais bien que c'est compliqué à comprendre, parce qu'on a des années et des années où la RTBF, RTL vous martèle en tête que le pouvoir est là et qu'il est là pour votre bien. Eh bien non, citez-moi quelque chose qui est bien pour vous, qui a été fait ces 50 dernières années. Citez-moi quelque chose. Toutes nos industries sont parties à l'étranger. On a une pollution phénoménale. On nous arrose tous les jours de tout. Et on nous dit, il faut encore voter pour les mêmes. Alors ils ont créé une pandémie. Ils ont créé une pandémie mondiale. Et nos politiciens ont suivi cette pandémie mondiale. Et bizarrement, on a dû mettre tous les morts de cette année-là, de la grippe, des bronchites, des suicides et tout pour arriver au taux annuel de mortalité de la grippe. Mais on vous a influencé avec des reportages phénoménaux. Et par exemple, on a pris un hélicoptère de la Croix-Rouge qu'on a fait transférer un malade d'un hôpital à un autre. Et j'ai parlé avec justement des soignants d'un des deux hôpitaux. Eh bien, il n'y avait personne dans les services. Tout ça était bullshit. On vous a trompé. On vous a trahi. Alors, je suis un peu fier de l'action que j'ai fait l'année passée. Étant président du ASBL, qui a fait qu'on n'a pas pu passer l'obligation vaccinale avec le consentement éclairé. J'avais écrit à 800 bourgmestres en recommandé, avec un petit livre et les papiers et documents d'avocats. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas su passer la loi vaccinale obligatoire en Belgique. Et bien, quelques mois plus tard, la RTBF, sans le savoir, m'a invité à une journée de formation. Mais là, ils se sont mis le doigt bien profond, parce que cette formation, elle était faite pour créer des sociétés de fact-checking et fact-checkers pour dénoncer tout ce que les gens, soi-disant complotistes et qui disaient la vérité, ces sociétés-là étaient faites pour nous démonter. Mais à mi-journée, ils ont compris que j'étais dans les lieux, ils ont compris que j'étais dans les murs, et ils n'ont jamais su lancer toutes ces sociétés. La seule société de fact-checking qui m'a attaqué, c'est Fact and For Use qui est basée à Toulouse. Et c'est Idriss Abderkan qui l'a démonté. Et ce monsieur-là était sous les ordres de la RTBF et du gouverneur de province du Brabant-Wallon. Donc vous voyez qu'ils auraient pu m'attaquer plutôt en justice. Non, ils sont passés par une société de fact-checking à Toulouse, où le mec a été condamné à plusieurs mois de prison parce qu'il battait sa femme. Donc voilà la réalité. Donc ça, tout ça est prouvable, hein, vous n'avez qu'à lire dans les journaux. Alors aujourd'hui, on est là aussi pour Evras. Alors malheureusement, les gens, quand on n'est pas dans la lutte, quand on n'est pas dans le combat, ils sont chez eux et ils profitent de la société. Et quelque part, je peux les comprendre, ces gens. Parce que quelque part, ces gens-là ne font de mal à personne. Ces gens-là, ils se lèvent le matin, ils prennent les enfants, petit déjeuner, on va à l'école, on va au travail, à midi à 5h, on va rechercher les enfants, on va faire les courses, on fait les devoirs, on regarde la sacro-sainte télé qui vous ment tous les jours, et puis vous regardez le petit film. Et en ce moment, c'est que des films sur le transgenre, c'est des films sur les magouilles, c'est des films sur les villes à 15 minutes, et donc un petit peu à la fois, on vous bourre le cerveau, un petit peu à la fois, tout doucement. Mais vous, eh bien vous faites bien votre travail. Vous allez tous les jours au boulot. Vous allez tous les jours, que ce soit des infirmières, des maçons, des chauffeurs de train, des enseignants,
tous les métiers réunis. Vous faites tous votre travail. Vous savez construire des routes, vous savez construire des ponts, vous savez faire du tissu, vous savez faire des vêtements. Vous faites tous bien votre travail. Et c'est des gens qui se sont fait élire par le gouvernement, pour former un gouvernement qui ne savent rien faire. Ces gens ne savent rien faire, à part parler, ils ne savent rien faire. Et c'est eux qui vont décider de votre vie tout le temps. Eh bien, il faut arrêter ça. Maintenant, c'est le citoyen qui doit reprendre les commandes. Il doit reprendre les commandes pour plus tard, dans quelques mois, quand nous serons élus, on mettra des plateformes et on fera tout pour que c'est les citoyens qui choisissent de qu'est-ce qu'on va faire. Alors ici, ces derniers temps, on s'est battu contre l'OMS et le RSI qui allait être mis en place. C'était quoi? C'était simplement que l'OMS, dont Tedros fait partie, est le chef, qui est accusé dans son pays de génocide, puisqu'il a tué plus de 10 000 personnes dans son pays, il ne peut plus rentrer dans son pays, eh bien c'est ce type-là qui peut rentrer, qui peut sortir de sa maison le matin, éternuer un coup, et aller à l'OMS et dire à ses secrétaires, on déclenche une pandémie mondiale. Vous entendez bien? On redéclenche une pandémie mondiale. Sans l'aval des scientifiques, sans l'aval de qui que ce soit, et automatiquement les États, comme ils auront signé, le RSI ou le traité de l'OMS, ou maintenant von der Leyen qui a pris hier la décision d'appliquer sans aucun mandat la façon de faire de l'OMS, pour redéclarer une pandémie mondiale, des couvre-feux, et tout ce qu'on a connu est encore bien pire. Est-ce que c'est ça que vous voulez, ou est-ce que vous voulez vivre comme dans le temps, où on avait des rhumes, où on avait des bronchites, on allait à la pharmacie, on allait chez son médecin, on se soignait par les plantes, ou on se soignait avec des médicaments, mais on n'engraissait pas Big Pharma, et on n'engraissait pas tous ces gens qui font des milliards de bénéfices. Enfin, ils s'engraissent pas, non. Ils s'engraissent pas, ces gens. C'est une mafia. C'est une mafia mondiale. Big Pharma est une mafia mondiale. L'OMS est une mafia mondiale. L'ONU est une mafia mondiale. L'OTAN est une mafia mondiale. Tous ces gens sont là pour créer des problèmes et puis après apporter des solutions, mais pour s'en mettre plein les fouilles, plein les poches. La Russie ne veut pas nous attaquer, il me semble. Elle a simplement été voir dans le Donbass des gens qui se faisaient massacrer. 13 000 personnes depuis 2014, où là, bizarrement, l'ONU et l'OTAN ne sont pas intervenus. Pourquoi l'OTAN et l'ONU n'est pas intervenus pour empêcher le massacre? Pourquoi l'OTAN et l'ONU ne vont pas à Gaza protéger de l'attaque israélienne? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas se défendre, qu'il ne faut pas défendre son pays. Mais une fois qu'on attaque et qu'on fait partie de coalition, il faut bien regarder les règles. Maintenant, c'est encore une fois toujours et uniquement le grand problème de l'information. Vous ne savez écouter que RTL, RTBF et quelques médias qui racontent bizarrement toujours exactement la même chose. Je ne sais pas si dans le temps vous vous souveniez, mais dans le temps on avait des journalistes d'investigation. Ça veut dire des journalistes qui allaient creuser. Ça veut dire des journalistes qui partaient à gauche, à droite. Mais à ce moment-là, ça emmerdait beaucoup de politiciens. Et beaucoup de politiciens étaient attaqués par la suite. Alors maintenant, ils ont trouvé un autre truc, ils ont cadenassé les journalistes. Et comment ils ont fait? Ils ont mis les partis politiques dans le conseil d'administration de tous les médias belges. Donc vous ne savez pas rentrer dans un conseil d'administration d'un média belge sans être politisé. Alors, vous allez me dire, mais il est fou ce type. Alors moi j'ai des preuves de tout ça. Il suffit d'aller les voir déjà dans les CA. Mais maintenant, on va parler de la digitalisation. Et après, je remettrai le micro à Radia. On est occupé ici en Belgique de construire des data centers immenses. Immenses. Avec des millions de mètres cubes de béton. Avec un Google Center Europe qui va se trouver à Mons. Qui va, écoutez-moi bien, qui va consommer l'équivalent d'une centrale nucléaire. Qui va rapporter 60 millions d'euros par jour. Il y aura 12 bâtiments de la grandeur d'un terrain de football sur 2 étages, remplis de data centers. Et pourquoi faire? Parce que maintenant, tout le monde a son smartphone, et tout le monde sait regarder un film, et tout le monde sait contacter tout le monde, on sait téléphoner en Chine, on sait s'envoyer un mail, on sait se guider, on a tout. Mais alors, pourquoi ils construisent plus, puisqu'on a tout?
Eh bien, c'est pour enregistrer toutes vos données, tous vos déplacements. Et alors, j'ai vérifié la semaine passée, j'avais déjà vérifié en Belgique, maintenant j'ai vérifié en France, vos nouvelles cartes d'identité sont équipées d'une antenne GPS, de géolocalisation. Donc si vous avez la nouvelle carte d'identité, vous prenez un téléphone, il faut le bien, vous regardez, et en dessous de la puce que vous voyez, il y a une autre puce, et ça c'est une antenne de géolocalisation. En France, elle fait le tour de la carte d'identité. Et aussi, il y a beaucoup de données qui seront mises dedans. Vous avez tous les lampadaires qui sont connectés maintenant en 5G. Les complotistes, on l'avait dit il y a quelques années, on nous a rigolé au nez et on a à chaque fois sorti la Terre est plate. Non, la Terre n'est pas plate, enfin j'en sais rien, je m'en fous qu'elle soit plate ou ronde, j'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est pas être espionné, pas être bombardé d'ondes à longueur de journée. Et donc, ce Google Center, il chauffe très fort. Et ils se sont aperçus ces dernières années qu'ils pompaient tellement d'eau dans le grand canal qui passe à côté, qu'ils ont baissé le niveau du canal. Vous avez bien entendu, ils ont baissé le niveau du canal de 50 cm. Et les gros bateaux ne savent plus passer. Donc ils doivent trouver une autre solution, puisqu'ils en ont construit que 5. Hein. Ils doivent en construire 12. Donc s'ils ne trouvent pas une solution, ils vont assécher carrément le canal. Eh bien la solution, ils sont occupés de construire des méga piscines en béton à plusieurs kilomètres aux alentours de Google, comme ça ne se voit pas, payées par la SWDE. Hein. Et la SWDE, c'est pour faire des stocks d'eau potable. Mais tous ces stocks d'eau potable, donc il y a une fois 10 000 m3 à Glun, il y a à Belleuil 8 000 m3 qui est en construction, et bien tout ça va être pompé dans la nappe phréatique par les châteaux d'eau, va être alimenté par les châteaux d'eau, et donc on va refroidir les serveurs Google avec l'eau potable. Vous avez bien entendu, on va refroidir les serveurs Google avec l'eau potable. Qui a choisi ça? Et quel politique nous en a parlé? C'est ça la question aussi qu'il faut se dire. Pourquoi le politique, il n'en parle pas? Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié. Le politique fait partie des intercommunales et donc il se sucre à la vente de l'achat et de la vente d'eau. Ah, c'est si simple à faire, hein, les intercommunales. Moi, je pense que les intercommunales, c'est aussi une grande mafia et que c'est aussi beaucoup de blanchiment d'argent. Et donc, un des premiers points sur la liste que je me présente, c'est aussi épurer la dette et consulter à quoi sert votre argent et comment est pris votre argent. Votre argent, c'est 80, qui va à l'État, c'est 80%. C'est 80% de votre argent qui part à l'État. Vous me direz, c'est pas possible. Ben si, parce que c'est déjà entre 30 et 40% d'impôts, plus 21% de TVA. Et après, vous avez toutes les taxes. Toutes les taxes que vous avez. Eh bien, vous arrivez à 80% de votre salaire qui part en taxes et impôts. Mais que font-ils avec cet argent? Que font-ils? Tout ça part dans des bombes, part chez Big Pharma, part dans les poches des ministres, part dans les poches des intercommunales, part dans les ASBL qui veulent nous diriger. Et donc, il faut absolument qu'on reprenne en main ce qui se passe en Belgique et arrêter de se faire dominer par l'OMS, par l'OTAN, par l'Europe, qui sont des institutions, je vous le rappelle, qui n'ont pas été élues par le peuple. Nous n'avons jamais voté ni pour le traité de Lisbonne, ni pour Maastricht. Le peuple n'a jamais voté. Jamais, jamais, jamais. Et dans les pays où on a voté pour l'Europe, tout le monde avait voté non. Ils n'en ont rien eu à foutre, et tout le monde est rentré dans l'Europe, et tout le monde paye. Est-ce que vous n'en avez pas marre de payer? Et je vous remercie. Donc je suis Nicolas Lefebvre, je suis la liste 20 à Bruxelles, et je suis le 3e de liste. J'ai été gilet jaune, toujours, donc je suis au fédéral, gilet jaune du premier jour. Je suis aussi président de Bon Sens Belgique qui a permis de ne pas vacciner les soignants en Belgique. Et voilà, je vous remercie. Et ici, je prends le train pour aller à Paris parce que je vais à une manifestation à Paris parler et ce soir à une conférence à Paris. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à toi Nicolas. Donc il est 3e, on fait partie donc du collectif citoyen. Il est 3e à la liste fédérale de Bruxelles. Gilet jaune. Il a tout fait aussi pour éviter à la population d'être vaccinée et le personnel soignant d'être vacciné. On peut déjà l'applaudir pour ce combat.
Donc pour reprendre, un collectif citoyen, on est de tout horizon, on parle avec tout le monde et on est pour la démocratie et de donner au peuple le choix. N'oubliez pas et ne soyez pas amnésiques à 2 semaines des élections du dernier quinquennat. Tous les partis politiques, comment ont-ils géré la crise sanitaire? Comment a-t-on été livré à finalement ne plus avoir le choix pour beaucoup de ne pas se vacciner? Et comment ceux qui n'étaient pas vaccinés ont été traqués comme des parias de la société? Aujourd'hui, beaucoup de morts sont sur les bras de nos politiciens. Ne soyez pas amnésiques. L'homme, d'une manière générale, oublie vite. Et celui qui ne connaît pas son histoire ne pourra jamais retenir les leçons de l'histoire pour se projeter dans l'avenir. Tous les partis ont fait en sorte de nous obliger à nous vacciner. On fait du chantage pour ne pas aller voyager, pour ne pas aller dans les restaurants. N'oubliez pas cela, il y a de cela 2 ans et demi à peine. Combien de morts avons-nous vu partir sans pouvoir faire le deuil correctement, ni les enterrer? N'oublions pas tout cela, n'oublions pas toutes les déclarations de ces politiques, que ce soit le PS, le MR, Écolo, CDH, aujourd'hui les engagés quoi. Hein? Faut pas avoir de la mémoire courte. Notre problème majeur aujourd'hui, il est à différents niveaux. Mais pour recentrer le débat et la cause de cette manifestation, qui est l'Evras, nous sommes des parents et nous n'accepterons jamais, jamais au grand jamais, qu'on nous confisque notre autorité parentale. On n'acceptera pas de mettre n'importe quoi dans la tête de nos enfants et de les livrer comme du bétail, avec des idéologies de pédophiles, des supports livresques qui sont reprises dans la base de données des animations Evras, tamponnées par la FWB, par Madame Caroline Désir, qui a fait en sorte qu'en 2019, en rentrant en fonction, elle a imposé l'Evras dans les amants, dans les associations de jeunesse, à tous les niveaux, sans concerter les parents. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que, en 3e maternelle, pardon, on parle à vos enfants de sperme, de vulve? Je me suis fait passer en 2016 pour une dame auprès des fédérations pluralistes de planning. Une dame qui voulait faire de l'Evras. On m'a envoyé les catalogues. Les catalogues pour pouvoir avoir les fameuses mallettes pour faire de la sensibilisation à l'Evras. Et tout public, vous aviez des associations d'Allemagne qui fournissaient... Merci. Qui fournissaient des outils, des 10 outils, des peluches en forme de vulve et de pénis pour des maternelles et des primaires. Qu'est-ce que ça a à faire dans l'école? Dites-moi. Qu'est-ce que ça a à faire dans l'école? Ils vont dire non, mais c'est pour parler au secondaire. Non. En 2013, à Watermel, Boisfort, l'école Plein Cœur faisait en 2013 de l'éducation sexuelle au 3e maternelle aux petits, dans votre dos, avec des agents venant des plannings familiaux et des infirmières, rentrant dans les écoles, sans que les parents ne soient au courant. Est-ce normal? Est-ce que c'est normal? Non. L'école, déjà à la base, doit instruire avec les impôts nos enfants normalement en primaire
devrait ressortir en sachant lire et écrire correctement et calculer pour avoir un bon niveau en arrivant au secondaire. Alors, le prétexte qui va être utilisé, c'est la prévention. En fait, Evras est très subversif, mais très militant aussi, pour avoir fait 10 ans de veille sur tous les acteurs associatifs depuis 2015. J'ai vu l'évolution, j'ai vu toutes les associations qui sont mises autour de ce sujet pour être budgétisées ça va. Et permettre de renflouer leurs caisses. Alors en 2013, on a donné 300 000 € à ces associations et notamment au planning familial. Il était prévu dans le protocole que Marie-Dominique Simonet a introduit l'Evras en 2012. Il était prévu dans le protocole 2013 de d'abord s'axer sur les secondaires, de sensibiliser les secondaires contre des maladies, contre les IST et tout ce qui s'en va à l'adolescence. C'est logique, c'est légitime. Prévenir mieux que guérir. À l'adolescence, 14-15 ans, c'est 1000 fois plus approprié qu'à un maternel et un primaire. Donc on veut nous considérer comme des incestueux par défaut en tant que parents. L'Evras dégage de nos écoles, c'est notre slogan. Nous sommes les parents, nous sommes les seuls éducateurs. Et le collectif citoyen, c'est un collectif de parents en colère qui va faire en sorte de dégager les partis traditionnels pour la liberté, que ce soit la liberté thérapeutique, la liberté décisionnelle, la liberté de pouvoir se concerter autour de lois qui seront votées. On a toujours tout décidé sans nous. Et bien la politique, il faut la faire. Soit vous la faites, soit vous la subirez. Et aujourd'hui, et depuis longtemps, on ne fait que la subir. La différence avec le collectif citoyen, c'est que nous sommes pour les véritables débats démocratiques, qu'on soit de tous bords. Donc il faut bien comprendre, quand je fustige le lobby LGBT, il faut qu'il pose un petit peu ses pieds sur terre. Il ne représente pas tous les homosexuels de Belgique. Et il y a énormément d'homosexuels qui nous soutiennent et qui en ont marre d'être pris en otage. C'est comme tous les extrêmes, c'est comme toutes ces associations qui se font les chantres et les porte-paroles. Et qu'en réalité, la plus grande masse de la population peut s'entendre. On peut s'entendre tous en bonne intelligence. Pour autant qu'on ne nous confisque pas le débat sain, public, quitte à se conspuer, c'est pas grave. Mais c'est beaucoup plus sain pour trouver des solutions ensemble que finalement cadenasser, faire de l'opposition contrôlée et nous monter les uns contre les autres. Il faut qu'il y ait un débat. Ce débat n'a jamais eu lieu avec les parents. Vous savez ce qu'ils ont fait en 2011 ? Ils ont invité, j'ai vu Fadela Lanana, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, au marché de jeudi à Molenbeek. Je l'ai eu en face de moi. Je lui ai dit, madame, je connais tout l'historique de l'Evras. Elle m'a dit, dites-moi. Je lui ai dit, madame, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. L'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. Faire en sorte de sensibiliser des ados, oui, mais ça sert à rien de mettre un pansement où on dit oui, c'est l'hypersexualisation, c'est l'anarchie, la pornographie, la regarde. Mais vous, en tant que politique, vous servez à quoi? Pourquoi vous ne nous enlevez pas la pornographie comme vous savez nous enlever des scènes très hardcore que l'on peut voir sur Internet et que vous mettez dans le deep Internet et avec des équipes de cybersécurité à un niveau fédéral. Vous savez le faire. Tout est politique. Alors il faut arrêter de faire croire qu'on est dépassé. Allô, nous on contrôle tout le monde. Si on est capable de vous contrôler vos moindres gestes, par téléphone, par les puces RFID, par votre reconnaissance vocale, vous croyez qu'on ne peut pas enlever la pornographie du site internet? Vous croyez encore au Père Noël?
On est filé partout du matin au soir. Vous croyez vraiment qu'on ne peut pas nous enlever la pornographie? C'est une décision politique. Il faut avoir les épaules pour le faire. Donc, au lieu de mettre des pansements pour éviter que les enfants regardent ce qu'il ne faut pas qu'ils regardent, et en disant qu'il faut faire de l'éducation, en incriminant les parents par défaut, prenons le problème à la racine et le taureau par les cornes, par là où il faut commencer. Donc, le débat n'a jamais eu lieu. Evras aussi est un outil militant par les ultra-féministes, parce qu'ils nous font de Troie pour faire la propagande à l'avortement et obtenir la dépénalisation en amont. Et c'est ce qui est revendiqué à la suite de nos manifestations du 7 et du 17 septembre dernier 2023. Ils ont vu venir et ils le savent, l'avortement est une exception. Comment vous pouvez expliquer cela? On est capable de se battre pour le droit de la nature, pour le droit de l'atmosphère, pour le droit climatique. Et le fœtus, quel est son statut dans cette société? Quand on sait que scientifiquement, un fœtus a le cœur qui bat à 6 semaines, peut-on le considérer comme un être humain ou pas? Est-ce que c'est le droit unique de la femme, où on surfe à tout va? Et vous avez des lobbies LGBT, je répète, les lobbies LGBT et non les homos, et que je suis très ouverte pour discuter avec tout le monde, sans problème, à partir du moment où on nous donne la parole, à pouvoir avoir des débats sans censure. Pour que nous entendions sur l'essentiel, il faut pouvoir débattre. Et pas nous censurer ou faire en sorte de nous judiciariser pour ne pas avoir le droit de dire ce qu'on a à dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. On le dira. Et on le dira, vous n'êtes pas les seuls à avoir des convictions, nous aussi on en a, et on ne va pas rougir de nos convictions. Merci Radia. Alors, déjà, au nom du collectif de Parents en Action Namur-Hainaut, je remercie Radia Oulefsir pour l'organisation de cet événement important qui nous permet en tant que collectif indépendant de porter notre parole quelques minutes librement. Je suis papa de 3 filles, cofondateur du collectif de Parents en Action pour le Namur-Hainaut, qui rassemble actuellement plus de 250 membres répartis dans près de 40 écoles à travers la Wallonie. Le collectif Parents en Action permet de réunir tous les parents préoccupés par certaines dérives idéologiques introduites dans les écoles, confrontant l'enfant à des situations qui ne relèvent pas de son âge et ne correspondent pas du tout à son développement psychique. Ce collectif a ainsi pour but de rassembler tous les parents inquiets qui ne se sentent pas isolés, pour qu'ils ne se sentent pas isolés, afin de leur donner des informations sûres ou des outils permettant de construire des échanges productifs auprès des directions d'école, mais aussi des pouvoirs organisateurs, des centres PMS, des AMO ou tout autre interlocuteur qu'on pourrait rencontrer dans une école, ou même au sein des mouvements de jeunesse. Le collectif de Parents en Action est présent dans chaque province de Wallonie et chaque collectif est indépendant. On se considère comme areligieux, apartisan. Soulignons le fait que malgré l'énergie que nous avons déployée ces derniers mois à interpeller les présidents de partis francophones, dont certains ont accepté de nous rencontrer, il faut constater qu'à ce jour, aucune prise de position différente de celle prise par le passé n'a été émise par ces chefs de parti. Or, il faut savoir qu'entre-temps, il y a un autre texte de loi qui a été voté, pour lequel des recours en annulation sont même en cours. Ce qu'on attend de vous en tant que parents, parce que c'est bien beau d'attendre les résultats au niveau des actions et des résultats au niveau politique, mais on doit pouvoir compter sur des parents veilleurs. Soyez ces parents, informez-vous, restez attentifs à ces intrusions idéologiques au sein de nos établissements scolaires. Il est crucial de mobiliser tous les parents ayant un doute sur certains passages problématiques du guide Evras, mais aussi sur les méthodes et les supports utilisés par les enseignants dans les cours généraux, aujourd'hui et demain. Nombreux sont les experts de la petite enfance qui s'accordent à dénoncer les risques d'effraction psychique. Honestes, sauvons nos enfants et d'autres qu'on oublie de citer. Au même titre que certaines ASBL ou associations qui ont entamé des démarches pénales telles que recours en annulation, comme je vous le citais, il s'agit de Innocence en danger Belgique
mais aussi le collectif de parents en action de Liège. Voilà, nous on est Namur Hainaut, mais on a un collectif à Liège qui a réuni la somme folle de 15 000 € par donation de parents inquiets pour pouvoir engager des démarches de recours en annulation, de démarches judiciaires. Merci monsieur. Le micro est à vous après si vous voulez. On a tous des choses à dire. Oui, oui, parlez, chers parents. Parlez. Nos enfants doivent être protégés de ces dérives graveleuses et les parents sont le premier rempart. Ne démissionnons pas de nos devoirs de parents, s'il vous plaît. Restons unis pour les enfants. Riche de nos différentes expériences sur le terrain, de vos nombreux témoignages, ainsi que des conférences traitant de ce sujet, le collectif de parents en action Namur Hainaut souhaite vous épauler dans ce rapport de force, vous accompagner dans vos questions et vos doutes. Osez parler autour de vous, interpellez les parents ouverts à ce sujet, rassemblez-vous, faites de la veille dans vos écoles comme Radia l'a fait depuis maintenant presque 10 ans. Rejoignez-nous, on est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est sur YouTube, on n'est pas monétisé, on est des parents, on a un métier, on ne vit pas du tout de ça, mais par contre ce qui nous anime, c'est de protéger nos enfants. Merci pour votre attention. Merci à toi, Denis Hendrix, merci à toi. Du collectif des parents du Hainaut, c'est ça? C'est ça, collectif des parents du Hainaut. Namur Hainaut. Namur Hainaut. Voilà. Denis Hendrix, vous avez entendu. Et ils ont commencé à pouvoir avoir plusieurs comment dire, collectifs de parents en action. Voilà, collectif de parents en action. Et ils sont quand même assez nombreux. Vous êtes combien quand même, hein? Mais, comme j'ai dit tantôt, pour le Namur Hainaut, on est aux environs des 250 membres et on est à plus de 40 écoles qui sont représentées à travers le WhatsApp. Mais sur Liège, ils sont encore beaucoup plus nombreux. Alors on est indépendant de Liège, on a la même mission, le même objectif, mais ils sont encore beaucoup plus nombreux à Liège. Ah, en Wallonie, on est à plus de 1200 membres. Voilà. Voilà. Restez en veille, comme dit Radia. Alors maintenant, je vais donner la parole à un sexologue qui a aussi fait des animations Evras en milieu scolaire et qui vient témoigner. Et voilà, je lui donne la parole. Merci de te présenter. Merci de ta présence. Merci. Moi en fait, comme Radia, dis-moi ton prénom. Radia, pour être sûr de bien mémoriser. Je suis effectivement animateur à Bruxelles depuis 6 ans et en Wallonie. Donc je connais le métier par la pratique et au quotidien dans les écoles et le beau travail que ça représente. Donc je suis aussi au collectif citoyen. Je suis 4e au fédéral sur la liste 20 à Charleroi-Hainaut, enfin Charleroi-Thouin. Donc évidemment à Bruxelles on peut voter pour le collectif pour les gens de Bruxelles et ça nous aide collectivement pour tout le monde. Moi ce que je souhaite c'est du dialogue avec les gens pour imposer aucune décision à personne, pour être respectueux des valeurs de chacun et de comprendre ce qu'on veut faire vraiment au fond des choses. Parce que moi, je travaille au quotidien avec des animateurs et c'est des gens fantastiques. Ça pourrait être vos meilleurs amis, ça pourrait être vos voisins. Ces gens n'ont rien à se reprocher dans ce qu'ils font. Ce sont des gens très très respectueux et très délicats dans leur travail. C'est la même chose, je travaille au quotidien aussi avec des gens de la communauté LGBT. C'est des gens fantastiques. Ça pourrait être vos frères, vos soeurs, peu importe, vous ne le savez pas. Par contre, moi, ce que je vois et ce que je dénonce un peu, c'est quelles sont les vraies intentions par le politique. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire plutôt que... Moi je trouve que la politique c'est de gérer les choses qui sont en commune, des choses qui touchent tout le monde et les choses qu'on doit gérer en commun. Et qu'est-ce qu'on est censé faire, où, quand et par qui. Et donc moi je préfère repenser quelle est l'intention réelle de l'Evras, si oui, laquelle et comment et à quel âge et par qui. Et donc moi je suis pas là pour militer est-ce qu'on est pour ou contre l'Evras, parce que pour moi alors on évite le vrai débat. Et je pense que chacun ici, quelle que soit notre communauté, nos valeurs, nos préférences, on n'est pas là pour se taper dessus, ni pour dire qu'on a raison et que les autres ont tort. C'est plutôt de se dire, laissons les gens libres, et le politique est censé proposer des solutions aux gens, et les gens sont souverains et libres de choisir quelles solutions ils ont envie pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est l'enseignement, mais quelle est la place de l'intimité dans l'enseignement ? Mais quelle est la place aussi de l'adulte par rapport aux jeunes? Quand on est majeur à 16 ans en Belgique, majeur sexuellement à 16 ans, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adulte
pour accompagner ce mouvement. Mais qui veut faire quoi, à quel âge et comment? Et ça, c'est un discours qu'on doit... C'est un travail collectif qu'on doit avoir. Et je pense qu'on doit être force de proposition. Et je suis pour une Evras, personnellement, de certaines thématiques à certains âges, et surtout à la majorité, 16, 17, 18, 20 ans. Ça, je trouve qu'il y a vraiment un travail important à faire. Je suis extrêmement précautionneux par rapport au jeune âge. Qu'est-ce qu'on peut parler? Oui, on peut parler d'émotions, de relations, Oui, d'accord. Mais il faut être très prudent parce que moi j'ai découvert ce document de 300 pages de l'Evras récemment. Je me suis demandé, mais de quoi on parle? C'est pas mon métier, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qu'on m'a... J'ai fait plusieurs formations pour devenir animateur. Je suis sexologue de l'ULB aussi. Je me suis dit, mais de quoi on parle là? Qui a écrit ce document et à quoi il va servir? Moi j'ai questionné beaucoup d'animateurs aussi, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce document finalement? Il nous apprend rien, c'est pas un cours, c'est un mélange de plein de choses. On parle de compétences, mais on n'est pas là pour enseigner quelque chose, ni pour tester, valider des compétences comme on peut le faire en maths ou en français. Et donc c'est un méli-mélo de plein de choses où il y a beaucoup d'incohérences. Donc vos incohérences que vous allez pouvoir relever par rapport à votre sensibilité, moi j'en ai d'autres. Et je pense qu'il faut pouvoir mettre tout ça sur le tapis et puis dialoguer ensemble et dire qu'est-ce qu'on a envie de faire collectivement. Parce que je pense qu'on a tous envie de la même chose. C'est qu'on a envie que nos enfants ils soient heureux, plein de vitalité, souverains, autonomes, responsables et qu'ils soient heureux dans leur vie. Et je pense qu'à certains âges, c'est bien aussi d'amener de l'apaisement, de la simplicité et simplement donner de la stabilité aux jeunes. Et donc pas rajouter des éléments. Et donc je suis quand même avec une somme incroyable de questions par rapport à cette thématique Evras tout en étant animateur. Donc voilà, je ne suis pas là pour défendre je sais pas moi. Certes, je suis aujourd'hui au collectif citoyen parce que je suis pour le référendum d'initiative citoyenne et ça s'apprend. Et je pense que collectivement, on doit pouvoir avancer vers une démocratie totalement différente où on respecte la souveraineté de chacun. C'est-à-dire que le politique n'est pas là pour vous imposer, mais pour proposer et de créer un cadre dans lequel chacun peut s'épanouir. Et ça, je pense que c'est le rôle du politique. C'est pas de prendre des décisions à votre place, mais c'est de faire force de proposition pour que chacun décide. Et de savoir, comme disait la personne juste avant, qu'on puisse avoir un droit de regard sur où on dépense notre argent. Parce que par exemple en Evras, on sait que le taux d'harcèlement et de suicide chez les jeunes augmente. Ça c'est peut-être une grande priorité pour les parents qui voient leurs enfants qui sont mal à l'aise à l'école ou qui ont des difficultés dans leur vie. C'est pas la faute de l'école, mais ça n'empêche que le harcèlement et les suicides des jeunes, c'est un phénomène en hausse. Est-ce que ça finalement dans le spectre de l'ensemble des thématiques possibles de l'Evras n'est peut-être pas prioritaire pour dépenser de l'argent public que de commencer à parler peut-être de sexualité à un âge encore plus tôt que ça l'a été, d'autant plus que la plupart des adultes ici, c'est peut-être pas leur priorité d'aborder des questions liées à la sexualité. Et ça, il faut pouvoir le respecter. Je pense que dans une société, on ne peut pas faire fi des mœurs et des habitudes qu'on a. Moi, je suis sexologue, je sais bien que je parle à une minorité de gens qui osent aborder les questions de la sexualité. C'est quelque chose de magnifique et de beau pour les adultes. Mais déjà, très peu d'adultes parlent de sexualité ou osent aborder la question. Et en plus, on va leur proposer d'aller parler à leurs enfants de plus en plus jeunes. Alors, on peut comprendre qu'à la puberté, on va dire entre 12 et 14, on peut aborder certaines choses. Mais qui et où, ça c'est encore une autre question. Et à 16 ans également, mais pourquoi aller parler de plus en plus jeunes en essayant de faire quoi? Quelle est l'intention derrière et en étant vigilant? Moi, ce qui me choque, et j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien en me demandant finalement pourquoi on voit, si on est factuel, on voit qu'on essaye de montrer qu'on parle de manière plus en plus jeune de sexualité, que la société est déjà fort orientée sur la sexualité. Je pense qu'il y a beaucoup de mal-être et d'incompréhension de ce qu'est la sexualité. Mais par contre, on sait que honnêtement, si on regarde toutes les affaires de pédophilie, désolé de mettre le doigt là-dessus, mais moi en tant que sexologue, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus non plus. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des affaires comme Dutroux ont été sabotées, que beaucoup d'affaires liées à la pédophilie à travers le monde sont court-circuitées dans les hautes sphères. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il puisse y avoir un lien entre des choses qu'on veut pas. On veut pas, peut-être pour certains ça paraît politiquement incorrect d'essayer de faire un lien, ou en tout cas, parce que pour moi le doute c'est être sain. Douter c'est permettre de prendre des décisions plus justes, plus adéquates, et c'est extrêmement sain de douter en fait des choses et de se dire est-ce qu'il n'y a pas un lien entre une dérive, d'essayer de parler de plus en plus jeunes. Parce que c'est pas une demande des gens de terrain, c'est pas une demande ni des animateurs Evras, ni des sexologues, ni des communautés LGBT, c'est pas la demande de personne, c'est juste imposé. Et moi le risque que je vois, c'est qu'effectivement si on se pose pas les bonnes questions, on a juste des gens qui accomplissent parce qu'ils sont payés pour faire un travail.
Et donc si on paye des gens pour faire un travail, ils vont exécuter. C'est comme à l'hôpital pendant le Covid, on a payé des gens par peur de perdre leur travail, ils accomplissent ce pourquoi on les paye. Et moi, la peur, c'est en Evras, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui finalement vont accomplir quelque chose simplement parce qu'ils sont payés? Mais s'ils avaient été seuls à devoir prendre des décisions au plus juste, parce que moi le but c'est quoi? C'est pas de remplacer le rôle des parents. C'est pas de prendre la place des parents. En tant qu'animateur, je suis pas là pour essayer de convaincre ou de transmettre des valeurs ou d'essayer de simplement d'avoir une parole plus forte que les parents. Moi, je veux être l'allié de la société et d'aider les parents. Donc moi, je préfère être en support des parents quand eux ont des questions pour les accompagner, pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Et que socialement, on trouve des solutions par rapport à toutes les thématiques liées à la sexualité. Parce qu'il y a énormément de frustration, de tragédies, de difficultés, de mal-être, de pénibilité dans ce domaine qui est encore trop tabou. Et associer Evras et pédophilie, c'est encore un tabou encore plus grand. Mais j'ose le dire, et je pense que c'est la force du collectif citoyen, c'est de dire qu'on va oser parler des choses taboues qu'aucun parti politique n'ose mettre sur la table. Et de se dire que ça nous concerne quand même. Comment ça se fait qu'énormément d'affaires sont étouffées, sabotées, empêchées? Et il y a encore eu Kéros qui a fait une interview sur un livre qui vient de sortir sur l'affaire Dutroux. C'est extrêmement troublant. Et je ne peux pas accepter, je pense que mon devoir de citoyen et de parent pour léguer un monde plus beau, c'est d'œuvrer là où quelque part on nous empêche de regarder. Et si on est serein et droit dans les bottes, il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à cacher. On peut travailler en toute transparence et vérifier que si on a des intentions, les actions qu'on met en place sont cohérentes et valident nos intentions. Parce que si on dit on veut le bien de la société des parents, pourquoi quand on fait une action, finalement, on n'aboutit pas à ça? Moi je pense que si le gouvernement avait voulu être plus maladroit, il ne pouvait pas le faire. C'est un sujet aussi délicat que l'Evras. Moi-même étant sexologue, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de pire pour créer de la méfiance, du rejet ou peut-être de la déception de la part des parents. Exact. Moi j'aurais préféré qu'on avance plus lentement, qu'on se pose des vraies questions, qu'on regarde quelles sont les priorités des gens, et si les parents voulaient aborder des sujets en Evras, ça serait lesquels? Si on voulait dépenser de l'argent public, ça serait pour quelle thématique, par qui et où finalement? Quels sont les acteurs? Est-ce qu'on doit payer les sociétés, on va dire, des acteurs militants pour faire des actions collectives ou pas? Est-ce qu'on doit... Moi je suis pour un Evras sous base de démarche volontaire, c'est-à-dire qu'à la fois des animations à un certain âge collectivement, parce que je pense qu'il y a énormément de sujets qui partent du collectif, mais également des démarches qui parlent de l'individu et d'être disponible pour les jeunes quand eux décident de venir nous voir. Parce qu'il y a une telle diversité dans les classes. Il y en a qui sont les aînés d'une famille, d'autres les plus jeunes, certains ont doublé, parfois il y a une diversité énorme et c'est très très délicat de faire ce métier. Et je salue réellement les acteurs de terrain, parce que pour moi les animateurs Evras que je connais c'est des amis, ils sont extrêmement talentueux et très délicats et je vous assure c'est souvent émouvant de voir à quel point ils aiment leur métier. Et je pense que ça serait dommage que parce que le politique agit de manière extrêmement maladroite sans respecter l'avis des parents, que les gens de terrain soient impactés. Un peu comme, c'est pas parce qu'il y a eu des décisions au niveau de la santé mondiale qui ont été extrêmement douteuses qu'on doit, taper du sucre sur le dos de tous les soignants et des gens qui sont acteurs dans le domaine de la santé, que ce soit les médecins, les infirmières ou que sais-je. Il y a plein de gens qui sont conscients d'où on va et moi je préfère avoir une vue méta. Un autre sujet que je trouve intéressant en Evras, c'est quand on a des discussions par rapport au fait que par exemple, moi-même, en tant qu'animateur et sexologue, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont... J'ai fait une enquête, mais qui se sentent pas à l'aise dans les rues, qui se sentent pas à l'aise dans les transports en commun, ou qui ont subi des attouchements dans les transports en commun. Et moi, j'ai vécu 18 ans à Bruxelles, et c'est effarant de voir qu'il y a une majorité de femmes adultes qui ont déjà été attouchées dans le métro ou dans les rues. Que ce soit les fesses, je vais oser les mots, mais les fesses, les seins, les cheveux, les cuisses, quoi que ce soit, c'est un abus, c'est un viol, c'est quelque chose qui est inacceptable. Ça, c'est un sujet de société qui mérite d'être abordé. Ça, c'est un sujet qui est une priorité parce que la plupart des femmes sont mal à l'aise et sont pas bien dans l'espace public. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent vulnérables et qu'on sent pas qu'il y a réellement, collectivement, une conscience de protéger les femmes et de dire les comportements sont anormaux. Et c'est pas en fermant les yeux que ça ira mieux. Ça, ce sont des sujets collectifs de discussion. Qu'est-ce qui fait que les femmes se sentent pas bien dans la rue? Qu'est-ce qui font que des gens se permettent de les toucher? Et c'est régulier, c'est tous les jours. Et ça, c'est invisibilisé tant par les politiques. Alors c'est bien d'avoir des valeurs belles, d'Evras dans l'idéal, mais on est en train de s'écarter des parents et de l'intention et du bien-être des parents, tout en
en empêchant un dialogue qui pour moi est plus important, c'est sur ce que les gens vivent réellement. Qu'est-ce que les citoyens dans les rues de Bruxelles par exemple, dans les rues de Charleroi vivent? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Comment et pourquoi? Et c'est vrai que souvent il y a des liens par rapport à ce qui se passe dans la sexualité et l'intimité. Pour moi, je pense, ça c'est mon intime conviction, mais vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez de ce que je vous partage, mais je pense qu'on ne pourra pas créer une société beaucoup plus belle si on n'ose pas aller voir ce qui se passe dans la sphère de l'intimité. Et je ne dis pas qu'il faut le faire de manière collective, mais je pense qu'individuellement, c'est de notre responsabilité de dire qu'est-ce que je transmets dans la société à travers mes enfants, parce que je pense que la société, énormément de choses sont bloquées par rapport aux problèmes qu'on vit dans notre sexualité, et du rapport à l'autre sexe, à l'autre et au désir, et ainsi de suite. Et ça, c'est fondamental. Alors si vous avez des questions par rapport à l'Evras, moi je suis là pour répondre à vos questionnements, aussi à collecter vos remarques, parce que moi je me suis présenté au collectif citoyen pour être aussi ce relais entre l'avis des adultes et des parents et également les décisions politiques et d'être force de proposition et de dire voilà, on n'est pas pour ou contre, mais en tout cas voici ce que nous on accepte, ce qu'on n'accepte pas et les dérives et les garanties sur lesquelles, enfin les sujets sur lesquels on souhaite des garanties, tout simplement. C'est-à-dire, c'est légitime que les parents soient considérés pour qu'on les rassure. C'est pas normal d'être inquiet et de devoir se rassembler comme ça en se disant on est tellement inquiet qu'on doit faire des événements tels que ceux-ci pour avoir une force d'écoute envers le politique. Et donc si vous voulez venir me parler, je suis disponible. Mon nom est facilement trouvable sur internet, par téléphone, par email, et je pense que c'est collectivement qu'on peut grandir collectivement en fait et faire des propositions, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'écoles et de professionnels sur le terrain qui seraient ravis aussi que on ne détruise pas nécessairement ce sujet de l'Evras, même si j'ai des questionnements sur la lettre E de l'Evras, qui veut dire éducation. Et j'ai fait une vidéo récemment sur internet, pour ceux que ça intéresse, je vais la republier ou vous me contactez. Mais l'éducation, c'est pas enseignement, c'est un verbe totalement différent qui amène autre chose. Et donc c'est fondamental, je pense, de considérer les mots, parce que les mots ne sont pas anodins, et de voir effectivement, comme Radia disait, d'où est-ce qu'on vient. Parce que je pense que quand on a la tête dans le guidon, soit on est pour, soit on est contre, mais on ne sait pas pourquoi. Par contre, si on prend une big picture, qu'on recule 20 ou 30 ou 40 ans en arrière, à ce moment-là, on commence à comprendre, est-ce qu'il n'y a pas des dérives possibles ou des risques qui sont légitimés? Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas la dérive, et il y a des gens qui ne verront jamais la dérive, et d'autres qui ont déjà les signaux d'alerte très très éveillés. C'est un peu comme les gens qui ont déjà subi les effets d'une ou d'un manipulateur. Ils les voient arriver à 10 km à l'avance, ils disent celui-là j'ai pas confiance. Et c'est la même chose sur les sujets de l'Evras. C'est que les gens qui ne sont pas sensibilisés aux effets des manipulateurs, manipulatrices, ils les voient pas arriver et limite ils tombent dans le piège. Et des gens expérimentés ils vont dire là j'ai déjà plusieurs signaux d'alerte. Il y a un spectre de paramètres qui ont l'air de corroborer le fait qu'il y a des risques certainement significatifs. Et en Evras, c'est la même chose. Je pense qu'on doit être à l'écoute de la sensibilité de chaque parent et de les laisser libres de leur choix et de sentir ce qui leur fait peur en fait dans ce qui existe. Et c'est à la société de s'adapter pour rassurer tout le monde et d'avancer sur les sujets vraiment prioritaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre service pour faire évoluer la situation si pour autant le collectif. Donc mon nom c'est Olivier Majeren, M-A-G-E-R-E-N, donc Olivier Majeren, et je suis 4e, donc si vous allez voir sur la liste des candidats, je suis le 4e au fédéral sur le collectif citoyen. Voilà. Fédéral de Bruxelles ou de Hénon? Charleroi. Charleroi, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais on collabore tous ensemble avec les différentes régions de Belgique évidemment. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Mehdi Miliaoui, je suis la tête de liste régionale à Bruxelles. On a commencé le combat, moi et Radia, depuis 2 ans maintenant, contre cette absurdité qui est l'Evras. Et je remercie notre collègue de Charleroi qui était à l'intérieur du système. Il a pu expliquer plus ou moins d'où venait tout ça. Donc on s'est posé toujours la question. Donc ça venait toujours de l'OMS. À chaque fois que vous allez trouver un problème de société, vous trouverez l'OMS à la tête. C'est des professionnels, parce que si tu vois le programme lui-même en question, il a été imposé par l'OMS, c'est à partir de 0 ans. Donc pour eux, quelqu'un de 0 à 5 ans a une sexualité. C'est fou. C'est basé sur une recherche d'Alfred Pike. Et ben,
qu'ils étaient très très intelligents et donc il a mutilé, exercé sa théorie sur des enfants. Et donc suite à ça, ça a été repris. Nous, dans le débat lui-même, moi j'ai pas envie d'incriminer les associations LGBT. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait berner par le politique qui est utilisé et ils ont refusé d'assister à la Pride qui a été organisée par les partis politiques. Ils ont compris que leur combat a été récupéré et il y en a une frange qui commence à se détacher du principe global. Donc ils commencent à comprendre qu'on les a pris aussi pour les cons et on les a utilisés. Donc c'est déjà pas mal. Et donc le combat qu'on est en train de mener, c'est vraiment, c'est pas qu'il sert à rien. Peut-être qu'on n'est pas nombreux, on s'en fout. Mais du moment que notre message passe, c'est le plus important. PS, PTB, Écolo, engagés, ils ont tous voté. MR aussi, ils ont tous voté. Cette éducation Evras, c'est éducation. Et le S de Evras, la sexualité. Un enfant de primaire n'a pas de sexualité. J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 5 ans, j'ai un enfant de 11 ans. Il ne m'a jamais parlé de sexualité. Le seul problème qu'il a, c'est sa PlayStation, est-ce qu'elle va démarrer ou pas, ou son écran qui ne marche pas. Donc pour lui, la sexualité, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est le dernier de ses problèmes. Il est plus content quand je rachète de Roblox que qu'on lui parle de quoi que ce soit. C'est pas ses problématiques. Peut-être à 14 ans et encore, mais au primaire, pour nous, c'est hors de question. Notre premier combat, ça serait l'Evras à l'intérieur des primaires. Le jour où on nous a demandé de faire sortir la religion de l'école, je pense que tous les musulmans de Belgique et tous les juifs et tous les chrétiens en Belgique ont été très conciliants, ils ont respecté la neutralité de l'État. Eh ben, on va sortir les ASBL aussi de l'école, ils n'ont rien à faire dedans, il y a un centre PMS. On ne va pas appliquer une vision de la minorité sur la majorité. S'il y a un enfant, il y a un centre PMS, c'est des spécialistes, ils sont là pour aider nos enfants. Mais qu'on ramène des ASBL financés, comme c'était le cas pour le Good Move, on a financé, Madame Elke van den Brand a payé plus de 6 millions d'euros pour promouvoir le Good Move et le chaos à Bruxelles. L'Evras, c'est la même chose. Il y a des partis politiques qui financent des ASBL et qui les aident à déposer des projets pareils. Il est temps que le système change, il est temps que le citoyen doit décider. On ne peut plus accepter des lois qui tombent de haut en bas, d'être toujours les derniers de la liste, à savoir, on nous impose les lois et on doit se soumettre. Nous sommes le peuple, nous sommes souverains, nous sommes les citoyens, c'est nous qui les payons. Tous ces politiciens, sans exception, c'est nous qui les payons. Et demain, si je suis député, c'est vous qui allez me payer. Donc si vous ne vous battez pas vous-même pour vos droits et imposez vos règles, ils imposeront leurs règles sur vous. Vous n'avez pas le choix. Si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Et donc le jour où on nous a tous enfermés, personne n'a rien dit. On a dû organiser des manifestations et on a dû se battre au tribunal pendant 2 ans, tout seul, traités comme des pestiférés, traités comme des complotistes, des conspirationnistes, d'extrême droite. On a eu tous les noms, on a eu la gloire d'avoir tout ce qu'il faut. À la fin, on a eu raison. Eh bien, dans l'Evras, ça serait la même chose. Dans pas longtemps, une fois on sera dedans, on va aller chercher ce qu'il faut et on vous prouvera avec A plus B qu'ils avaient tort et que c'était des programmes qui ont été financés par l'Europe et par l'OMS. Et donc c'était pour que le politicien reçoive un petit peu d'argent de l'Europe. Il devait exécuter à la volonté de l'Europe au détriment de nos enfants. On vend nos enfants à l'Europe. Voilà. Merci à vous tous et merci d'être là. C'était Mendy Miniaoui, tête de liste à la région de Bruxelles-Capitale. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à, monsieur Agnello Blaise. Blaise, oui, mais bon, les gens ne te connaissent pas. Moi, tu me dis Blaise tout court, on se connaît, mais les gens ne te connaissent pas, donc je t'annonce, très cher. Monsieur Agnello Blaise, qui justement est de la région de Liège et fait partie d'un des fondateurs et l'un des fondateurs de Collectif Citoyen. C'est le mouvement citoyen qui veut reprendre pleinement les mains dans le cambouis de la politique nationale au niveau fédéral, régional et communal. Et donc, il va venir ici vous expliquer ce qu'est réellement Collectif Citoyen à 2 semaines des élections où on a le droit justement à la fiefée sur les chaînes publiques et privées des différents partis déjà en place et qui sont quand même payés par nos deniers ou ont des dotations ou des subsides qui sont quand même le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre.
Et justement, où on nous censure en tant que mouvement citoyen, on nous censure des débats et des plateaux télévisuels, alors que nous avons beaucoup de députés, enfin beaucoup de candidats députés. Nous sommes le plus gros mouvement citoyen, de Belgique, à travers, comment dire, la région francophone, que ce soit de Bruxelles et de Wallonie. Nous avons énormément de citoyens avec nous et énormément de candidats citoyens, et pourtant vous ne voyez rien à la télé, vous ne voyez rien à la RTBF, vous ne voyez rien à RTL. Très très petite apparition que l'on arrive à voir à force de lutter, de prendre des avocats, de demander un référé et tout cela. Mais en dehors de cela, on nous invisibilise. Alors c'est pour ça que moi je soutiens le collectif citoyen. Je fais partie du collectif citoyen, mais surtout j'étais candidate pour les européens. Malheureusement, on n'a pas obtenu suffisamment de signatures pour pouvoir être candidat effectif. J'étais tête de liste, mais je soutiens tous les autres candidats, puisque collectif citoyen, ça veut dire ce que ça veut dire. Notre combat est collectif en tant que citoyen, et on se soutient tous les uns les autres. Et c'est pour ça que je vais vous donner maintenant la parole. Je vais donner la parole à Blaise, afin qu'il vous explique en détail ce qu'est le mouvement du collectif citoyen. Merci Radia. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc en quelques mots, je suis un des fondateurs de Collectif Citoyen. C'est quoi Collectif Citoyen? Je vais être bref. Donc on a un regroupement de mouvements citoyens. Moi je suis conseiller communal citoyen dans une commune antine dans la province de Liège. Donc en octobre, les dernières élections communales, il y a eu pas mal de mouvements citoyens qui ont émergé. Beaucoup à Liège. On s'est présenté aux listes communales et on a eu des conseils communaux. Beaucoup de communes à Liège, et ensuite on s'est regroupé, et en janvier 2019 on a créé Collectif Citoyen, un regroupement de mouvements. Et puis je fais court, on a été aux élections, on a fait 27-28 000 voix, sans médias, sans argent, et là on continue. Je pense que maintenant, après 4-5 ans, je pense que là on est vraiment à la croisée des chemins. Je pense que plus grave que maintenant, c'est plus possible, quoi, que ce soit la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat. On a perdu 20% du pouvoir d'achat. On ne sait plus finir les fins de mois. Madame me dit oui, voilà, c'est pas possible. On vit dans un des pays les plus riches du monde et les gens ne s'en sortent pas. Il faut chercher l'erreur, c'est pas possible. Voilà. On a des politiques qui vous promettent beaucoup de choses. On a entendu monsieur le président du PS qui a dit que le good move, on acte que c'était pas bon, c'était pas bien. Donc avant les élections, ils disent que c'est pas bon, ils font acte de contrition. Je pense que maintenant il faut que le peuple se bouge. Si nous on se bouge pas, les acquis sociaux, on a été les chercher, nos anciens, c'est le peuple qui s'est bougé. C'est jamais le pouvoir qui vous a donné. Donc maintenant, il y a une responsabilité d'un peuple de dire maintenant, est-ce qu'on sait se réveiller? Est-ce qu'on sait être souverain? Tous ensemble, et on y va. Voilà. Je pense qu'on est citoyen, on n'est pas de gauche, on n'est pas de droite, on est pour l'intérêt général, le bien commun, la bienveillance, l'amour d'un peuple. Est-ce qu'on a un programme ou pas? On a un projet de société. C'est l'émancipation du citoyen. Un peuple, est-ce qu'il veut avoir plus de revenus? Est-ce qu'il veut des logements propres? Est-ce qu'il veut une santé, une instruction pour ses enfants? Il n'y a pas besoin de l'écrire dans le programme. Si on donne la voix au peuple, le peuple veut le meilleur pour ses enfants. Voilà. Mais il faut qu'on ait accès aux manettes. C'est ça le problème. Les politiques ils nous écrivent plein de programmes depuis 50 ans. On va faire ça. Ah oui, ils disent on va faire plus de santé, on va faire plus de justice. Et puis ils se mettent ensemble et nous la mettent, excusez-moi, un petit peu par derrière, quoi. Est-ce qu'on va se réveiller maintenant? On a la possibilité en Wallonie, moi je suis de Liège, Charleroi, Bruxelles, vous avez une grosse force là. Je pense que cette fois-ci, on peut faire une grosse différence. Malheureusement, les grands médias ne nous relayent pas beaucoup, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Les petites TV locales commencent à nous rejoindre. On veut surtout qu'un peuple se bouge. C'est nous qui devons bouger. Le politique ne vous donnera jamais la main. Voilà. Est-ce qu'on est capable? Vous avez des flyers ici, vous distribuez, vous en parlez. C'est collectif citoyen, c'est le bien du peuple. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours. Mais si on ne se bat pas maintenant, si on ne réussit pas en juin dans 15 jours, après il ne faudra pas se plaindre. Si on revote PS, MR et tout le bazar depuis 50 ans, qui vous la mettent vraiment très mal, voilà, maintenant il y a une possibilité, votez citoyen. On est à votre disposition, on explique, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est vraiment l'amour d'un peuple, le bien commun, l'intérêt général. Voilà.
Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais de grâce, si vous avez des proches, n'hésitez pas. Parce que là, je pense qu'à Bruxelles, ça va être l'histoire en Belgique peut-être. Parce que je pense qu'à Bruxelles, il y a eu 2 listes complètes régionales. Il y a des candidats ici. N'hésitez pas à parler avec eux. On a une liste fédérale. On devrait avoir les médias comme le PS, comme le MR. Mais ils ne nous le donnent pas. C'est pas normal. On a fait des milliers de signatures. Pour aller aux élections, eux ils sont députés, ils n'ont pas besoin. Nous on doit aller chercher des milliers de signatures. Mais ça c'est le droit d'entrée, c'est normal. Ils ont des millions de dotations, on n'a rien du tout. C'est déjà pas normal ça. Mais au moins d'avoir les médias. Ils ne nous le donnent pas. Ok. Le peuple va se bouger. Si on est des milliers de personnes, on peut faire la différence. On compte vraiment sur vous et parlez-en à vos proches. Nous, on ouvre le chantier, on ouvre le chemin, mais c'est le peuple qui doit faire la différence. Voilà. Si ici, on est 40, 50 personnes, vous distribuez 100 flyers, ça fait vite 5000 personnes. Et on continue. Bien à vous tous. Merci. Merci Blaise. Donc vous avez compris, chers citoyens, les partis traditionnels, poubelles. Il n'y a plus beaucoup de choix, hormis les mouvements citoyens, libres, sans argent, et qui ne viennent pas vous voler, qui viennent surtout pour obtenir la liberté pour tous, et aussi la liberté décisionnelle des lois. Donc, ne soyez pas amnésiques de ce qu'on nous a fait ces 2 dernières décennies, et surtout ce quinquennat qui a été vraiment une catastrophe depuis 2019 et bien avant, mais là avec la pandémie, n'oubliez pas, ne soyez pas amnésiques, toutes les libertés qu'on nous a enlevées sous couvert de pandémie, de corona, la chasse aux sorcières à laquelle on a eu le droit. Et je suis fière de dire que je ne suis pas vaccinée, que je n'ai pas eu de corona, ni moi, ni mon mari, ni mes enfants, et qu'on était tout le temps en train de côtoyer des gens qui avaient du corona ou pas. On n'avait rien, on prenait de la vitamine D, du jus d'orange, des fruits frais, d'accord? Et on n'a rien eu, et on ne comprenait pas. Et vous imaginez, je vais vous partager une anecdote. Je vais vous partager une anecdote. J'ai pris de la vitamine D pendant près d'1 mois, à 2000 ou 3000 UI, la dose maximale adulte. Puis j'ai dit à mon médecin traitant, maintenant en fait, il ne savait pas, je veux une prise de sang. Je veux une prise de sang. Je veux voir. Et dans ma tête, moi je savais ce que j'allais demander. Je lui ai rien demandé. J'ai dit, prends-moi, fais-moi une prise de sang. Je vais voir mes analyses sérologiques. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a envoyé au laboratoire. Qu'est-ce qu'ont sorti les laboratoires? Vous avez un manque de vitamine D. Un manque de vitamine D. Pendant 1 mois et demi, je prends de la vitamine D tous les jours à 3000 UI. Je passe mes tests sérologiques auprès de mon médecin traitant. Il l'envoie au laboratoire et on lui renvoie. Madame est en manque de vitamine D. Des résultats faussés. Ce sont des résultats faussés pour inciter le peuple, les citoyens, à aller se faire vacciner, injecter. Voilà. Alors la parole est à tous ceux qui veulent parler. Vous êtes tous les bienvenus parce qu'au collectif citoyen, on est très démocratique. On ne censure personne. Le sujet était sur les brasses, mais vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de sujets qui sont censurés sur la télé dite traditionnelle payée par nos impôts. Et que nous sommes, comme je vous le dis, le plus grand mouvement au niveau national de citoyens, le collectif citoyen, mais nous sommes invisibilisés des médias traditionnels. D'ailleurs, j'ai toujours demandé mon droit de réponse et je l'attends toujours par la RTBF. On m'a pas donné mon droit de réponse, on a fait des articles sur moi, on a donné on a dit beaucoup de choses mensongères à mon égard. J'ai pris mon avocat, j'ai demandé mon droit de réponse. Et au nom de cette même loi de 1961, Monsieur Philippot de la direction de la RTBF trouve le moyen de me museler et de faire en sorte de dire que non, je n'ai pas mon droit de réponse. Et que quand je parlais de l'Ebras et que je disais
Il y a le centre d'action laïque derrière et les plannings de fédération laïque derrière, planning familiaux. Il a pris position et je me ferai une joie de vous montrer sa lettre de réponse. Sa lettre de réponse. Ça sera toujours une preuve le jour où nous allons décider de prendre les tribunaux et de faire le nécessaire pour montrer qu'il n'est pas normal dans un État et surtout sur des plateaux télévisuels tels que la RTBF payés avec nos impôts, de se faire confisquer la parole par des gens dont nous sommes les employeurs directs. Voilà. Est-ce que... Ah voilà, ça fonctionne à nouveau. Et donc je discute avec certains de vous en aparté dans la foule ici. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte que l'EVRA c'est un sujet extrêmement délicat. Et c'est certainement un sujet où on ne peut pas avoir de tabou. Je pense que c'est un sujet où on doit être honnête, ne pas prendre les choses personnellement et d'écouter la sensibilité de chacun. Parce qu'on a tous une histoire en lien avec la sexualité différente. Et certains vont être sensibles à la pédophilie, par exemple, c'est un exemple. Certains ont peur de sexualiser les enfants trop tôt et pourtant dans la société, il y a déjà pas mal de marqueurs. Est-ce que c'est pas l'occasion justement rêver de dire parlons des sujets qui nous tracassent et qui nous interpellent en tant que parents et quelles actions on peut prendre. Je sais que sous prétexte parfois d'inclusivité, on présente l'EVRAS comme quelque chose de merveilleux, de très beau en disant mais voilà, on promeut un monde inclusif. Et moi j'ai envie de dire aux politiciens actuels, qu'est-ce qui fait que pendant le Covid, moi qui suis de médecine alternative et naturelle, on était pointé du doigt et que les minorités qui ne voulaient pas se faire vacciner, elles, on s'en foutait complètement. Mais on acceptait que des politiciens en Europe accusent et agressent et appellent à l'agression des gens qui ne sont pas vaccinés. Moi j'ai perdu mon job pendant le Covid parce que je ne pouvais pas professer. Mais par contre, on doit prôner l'inclusivité au niveau de l'EVRAS et d'accepter que toutes les questions de genre soient abordées ici. Et je suis tout à fait d'accord, mais ça dépend à quel âge et comment et de quelle manière. Donc allons vers l'inclusivité sociale parce qu'on n'a pas d'ennemis, on n'a que des voisins et des amis. La société est faite d'un monde extrêmement diversifié. Mais qu'est-ce qui fait que dans la santé, ils sont incapables de le faire? Parce que là, ils ne se foutent pas de nous en prenant certaines valeurs en EVRAS et ils sont incapables de les manifester et de le démontrer dans le domaine de la santé, dans le domaine du militaire, dans le domaine de l'argent public, dans tous les autres sujets. Donc on est censé être super bon dans un sujet super délicat qui touche à la sexualité et à l'EVRAS, mais dans les autres sujets de la vie, on ne peut pas en parler. Et ça, je trouve que c'est assez délicat. Aussi à propos de l'EVRAS, des questions qui viennent de la part des parents, mais aussi des élèves. C'est en tant qu'adulte comment on gère cette situation, sachant que beaucoup d'enfants ne veulent pas parler à leurs parents et certains parents n'osent pas et ne se sentent pas capables de parler à leurs enfants au moment de la puberté. Et donc il y a énormément d'enfants qui disent mais moi je voudrais bien en parler mais j'ose pas en parler à mes parents en direct, je me sens gêné par rapport à ça. Et des parents qui disent je sais pas en parler à mes enfants, c'est juste un constat, je viens pas avec des solutions, je fais un constat que je vois régulièrement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi je suis plus pour dire ok il y a des professionnels qui peuvent aider. Et c'est aux parents de décider à qui ils font appel, de quelle manière et à quel moment pour parler de quel sujet. Individuellement. Et c'est plus intéressant de collaborer avec les parents pour qu'eux soient dans l'empuissancement et apprennent des choses. Parce que parfois c'est tellement simple à faire, mais ils n'ont jamais pensé, ils ne sont pas du métier, ils se disent mais comment je pourrais parler de ça? Mais je ne sais pas, même à ma nièce ou à mon neveu. C'est tout à fait possible de le gérer dans un cercle familial élargi plutôt que la famille unicellulaire, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire réfléchissons à ce qui vous ferait du bien et comment vous voulez que la société, que votre famille soit gérée. Et je pense que votre souveraineté, elle vous appartient. En fait, on n'est pas dépendant d'un système, on n'est pas dépendant de décisions de l'État ou du politique. Ce qui existe, existe. On est là pour les faire évoluer collectivement. Mais n'oubliez pas votre puissance et votre force d'action pour dire ok, je ne vais pas abandonner. Vous avez une place à prendre. L'éducation, elle vous revient. C'est à vous de prendre des décisions et vous pouvez je trouve, vous êtes libre et souverain pour faire vos propres choix. Et il y a plein de professionnels qui sont là pour vous aider. Donc pensez aussi à comment vous voulez être acteur dans ce milieu-là et dans votre communauté. Et je pense qu'ensemble, au plus il y aura des embryons de solutions au sein d'une, je sais pas, au sein d'une famille, au sein d'un collectif, d'une SBL, d'un village ou d'une école, peu importe à quelle échelle ça se fait, du moment qu'il y a des adultes qui
qui s'entraident pour faire émerger quelque chose de nouveau, on sera force de proposition en montrant, regardez la diversité des solutions qu'on a mis en place et qui existent. Et ne déléguez pas votre pouvoir ou votre créativité, votre rôle d'adulte à un État. Vous n'êtes pas victime et vous pouvez prendre des actions. Fédérez-vous autour de vous, et plus on aura des propositions, plus on sera fort pour parler avec le collectif. Parce qu'il suffira de dire, regardez ce qui s'est fait à Namur, regardez ce qui s'est fait à Jumet, regardez ce qui s'est fait à Molenbeek. Il y a plein de solutions et on peut s'en inspirer. Et donc on s'émancipe d'un système qui essaye de nous infantiliser en nous disant c'est quoi la bonne pensée, c'est quoi la bonne manière, et on va trouver une solution pour tous, la même et partout. Alors qu'au départ, quand j'ai appris l'Evras il y a 6 ans, j'ai commencé l'Evras à 6 ans, on nous a bien expliqué qu'en fait c'est extrêmement délicat le rôle d'animateur. On n'est pas là pour militer contre quoi que ce soit, on est juste là pour créer un dialogue, qu'il y a une énorme diversité, que c'est un sujet très oui, je le répète, délicat, et on ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Qu'est-ce qu'on dit à quel moment? Si on arrive trop tard, ben ça sert à rien, aucun élève nous écoute parce qu'en fait ça les intéresse pas. Si on va parler d'un certain sujet à 30 ans, ils vont dire mais pourquoi tu me parles de ça maintenant? Et si on parle trop tôt, donc c'est cette extrême délicatesse de quoi on parle à quel âge et quelle est surtout la spécificité de la classe qu'on a en face de nous. Et moi ce que j'invite c'est de dire quelle est votre intention, quelle est notre intention collectivement et localement et à quoi on veut œuvrer. Essayons de désamorcer les conflits éventuels que les gens... Parce qu'en fait ça c'est stérile et on va tous s'épuiser en fait. Pendant ce temps-là la machine elle avance, le trail avance et l'Evras elle va pas évoluer. Donc si les gens commencent à se bagarrer entre eux parce qu'ils disent je suis contre, je suis pour, je suis contre, je suis pour, ah ouais mais moi je suis comme ça, non ça on peut pas, je pense qu'on va nulle part. Et les décisions elles sont prises et les décrets ils vont pas changer, la loi elle va pas changer et on va se retrouver dans 20 ans, bien plus loin. Donc on va regarder en arrière, on verra d'où on est venu et où est-ce qu'on est arrivé. Et ça je pense que c'est ce qui nous pend au nez, c'est de ne pas pouvoir être souverain et décider de notre vie et de décider de l'horizon dans lequel on va aller. Mais si on veut décider d'où on veut aller, il faut se mettre à l'action. Il faut se fédérer et dialoguer ensemble pour trouver des solutions qui vous importent. Celles qui sont importantes pour vous en fonction de vos valeurs. Et ça, je pense que c'est important de transmettre parce que c'est pas parce qu'on fait de la politique au collectif citoyen qu'on va dire ça, on va mieux penser que les autres et nous on a une meilleure solution, on va le faire à la place des gens. Non, moi je pense qu'il faut se dire, c'est vous la force créatrice, c'est vous, votre vie elle vous revient, c'est vos valeurs, c'est votre vitalité, c'est votre énergie, c'est votre mode de vie et nous, on ne peut que l'accepter. Mais par contre, on peut travailler ensemble pour aller vers un mieux-être et surtout mettre des barrières ou des signaux là où on pense qu'il y a des dérives. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont un peu délicats. Et si on parle de genre, la question c'est pas parce qu'on a des questionnements sur les sujets de genre à l'école qu'on est contre ou pour une communauté ou contre ou pour quelque chose. Mais c'est légitime d'oser se poser la question et dire comment je réponds à mes inquiétudes, quelles sont les réponses et comment collectivement on répond à ces inquiétudes. Et c'est le même sur tous les sujets. Si on parle de masturbation, c'est tout à fait légitime de dire ok, on voit ces mots écrits plusieurs fois dans ce manuel. Finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on l'écrit? Quelle est l'importance? Quelle est la pertinence? Quelle est l'intention derrière? Et comment ça influence les actes qui sont faits finalement dans les écoles? Ça c'est extrêmement important. Je pense qu'il ne faut surtout pas avoir de tabou sur le sujet et ne rien prendre personnellement. Et je veux dire, moi je suis inquiet et c'est ça qui compte. Il ne faut ni attaquer les gens personnellement, parce que finalement on fait fausse route. Parce que c'est pas en attaquant quelqu'un qu'on va faire changer un système. On n'est pas au même endroit. Si on attaque une ministre, on va nulle part en fait. L'enjeu n'est pas la personne en elle-même. De toute façon, quand bien même on discute avec elle, on n'aura pas changé le système dans lequel on est. Et le système, il est bien au-delà des gens, des acteurs de terrain. Et donc, essayons de proposer ce qui est important pour nous. Et moi, je suis là pour collecter vos idées, vos questionnements, vos remarques, pour justement initier et contribuer avec des embryons à travers la Belgique qui souhaitent se mettre en action comme le collectif des parents en fait, tout simplement. Moi je suis là pour travailler entre autres avec des gens anti-Evras, c'est ce que j'ai fait quelques fois ces derniers temps, même si je suis un acteur de terrain, je suis là pour rencontrer les gens qui sont dans l'anti-Evras, parce que eux ils peuvent m'ouvrir les yeux sur des choses que j'aurais peut-être pas vues, éventuellement. Ils peuvent me donner une sensibilité que je n'avais peut-être pas. Ils peuvent simplement aussi comprendre des choses que moi je connais et que je comprends, sur lesquelles peut-être ils font fausse route. Ils ont peut-être des grosses inquiétudes qui sont peut-être pas si graves qui sont peut-être pas dans la réalité. Mais par contre la dérive est possible. Et donc il faut toujours être vigilant. Et plus on communique, plus en fait on est fort tous ensemble. C'est si on ne communique pas, on s'affaiblit. Mais plus on va communiquer nos inquiétudes entre l'individu, les parents, les enfants qui vivent des choses à l'école et les professionnels de terrain, en plus on va être résilient et va être plus malin et adéquat et sensible par rapport à la qualité du travail qu'on fait sur le terrain. Et dire qu'est-ce qu'on continue à faire ou pas et de quelle manière.
C'est hyper important de continuer à communiquer parce que je pense que sinon on est dans des actions stériles, de combat, de fatigue, de militantisme qui n'aboutissent à rien. Les systèmes ne changent pas, il n'y en aura rien créé de nouveau demain. Mais plus on communique, moins le politique actuel qui est établi pourra fermer les yeux. Et on se rend compte qu'on peut se débrouiller même sans eux en fait. On a un pied dedans et un pied en dehors. C'est-à-dire avec le collectif, on a un pied dedans pour dire on va être la force motrice pour un changement, mais en même temps on ne va pas attendre que tout vienne du système, on n'est pas naïf non plus. On peut être tout à fait légitime en tant que politicien pour dire ensemble on fait beaucoup de choses. On n'attend pas l'autorité du politique pour être acteur dans le local et dans les forces de proposition. C'est la même chose pour le référendum d'initiative citoyenne. C'est bien de dire que ça peut être un idéal, mais avant de le vivre, il faut déjà l'appliquer dans nos ASBL, dans nos familles, il faut l'appliquer dans nos écoles, il faut l'appliquer à petite échelle. Avant même de le faire à un niveau de 11 millions d'habitants, je pense qu'il faudrait déjà l'appliquer de plein de manières. Et le but, c'est d'inséminer les pratiques qui fonctionnent dans un tiers-lieu, dans une coopérative, ou dans peu importe où. En fait, on doit se mettre à l'action. Et nous, on est ce relais entre certains dysfonctionnements et le fait de fédérer des gens qui veulent proposer un nouveau monde, tout simplement. Et créons le dialogue plutôt que du conflit. Je crois qu'on est très très mesuré dans les paroles qu'on a pour aller là où on veut aller. Donc sinon, on va manquer la cible. Nadia, je veux bien. Si Olivier, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. C'est ça la force du collectif citoyen. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et je pense que nos politiques sont responsables, tout simplement parce que quand ils ont mis, quand ils ont prêté serment, ils ont décidé et choisi de prendre la responsabilité. Et s'ils sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont aussi un certain pouvoir. Et je ne suis pas pour les décrédibiliser dans le sens par rapport à leurs responsabilités et les déresponsabiliser. Ils ne sont pas là où ils sont gratuitement. Ils sont là où ils sont avec nos impôts. Et ils ont des droits et des devoirs envers nous, en tant que peuple, en tant que citoyens. Et donc, pour pouvoir s'entendre, moi je dis, et je le réitère, il n'y a pas de négociation par rapport à l'EVRAS, on le dégage de l'école fondamentale, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de dialogue démocratique bien avant. Il aurait fallu que nos politiques nous sollicitent 10 ans en arrière, et que nous ayons eu ces débats pendant des années pour pouvoir aujourd'hui ne pas être dans l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, ils nous l'imposent, il faut bien le comprendre. Et en fait, ils nous prennent pour leur serf. Et ils sont en train de dire que nos enfants seront leurs serfs à leur tour et ils se servent de nos enfants pour mettre en place leur idéologie despotique. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de démocratie autour de ces questions et les premiers engagés et les premiers éducateurs, je le dis, je le réitère, sont les parents. Donc, le dialogue et le débat démocratique et la révision d'un EVRAS au niveau secondaire, inférieur, supérieur, sur le contenu même de genre, pas genre, à genre, cisgenre, binaire, non, ceci, on va refaire tout le dictionnaire Larousse et le Robert à cette allure-là. Oui. Donc tout ça, ça sera après. D'abord on dégage, après on discute. C'est pas on nous donne des miettes et là on est en train de chipoter avec ce qu'on veut bien nous donner. Non. D'abord on dégage les brasses, on protège nos enfants de cela dans le milieu maternel et primaire. Ensuite on discute avec les parents. Et ensuite, on est en contact avec les acteurs, des personnes qui feraient de l'EVRAS, des différents animateurs. Et ensuite, on réfléchit comment mettre en place les choses, par exemple, contre l'harcèlement. Mais la sexualité, on n'a pas besoin de l'aborder en maternelle et en primaire. On l'aborde au secondaire et inférieur, sur le bon vouloir des parents, et en fonction des sensibilités. Et ça doit être une démarche des parents, et non une démarche où on aligne tout le monde autour de ces questions à la manière dictatoriale de Madame Caroline Désir. Voilà, merci. Maintenant, je donne la parole à Aziza Nouri, qui est aussi candidate au collectif citoyen. Je vous laisse la découvrir. Merci.
Bon, on n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave, il y a des images, c'est filmé, ça sera diffusé, parce que comme ça a été dit précédemment, la campagne électorale, elle est totalement inégale. Hein, on a très peu de possibilités d'affichage, on n'est pas invité du tout dans la presse, c'est pas grave, on fera notre campagne comme on veut, à l'arrache, un par un, on va les convaincre. Alors, je voulais revenir sur ce que jeune homme a dit tout à l'heure, dans mes rencontres avec les citoyens, quand on va sur les marchés et autres, très souvent on me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? En même temps, le citoyen est dégoûté de la politique, dit j'ai pas envie de m'y intéresser, je veux pas voter, je veux plus voter. Mais quand on lui parle, il dit mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? Mais moi je suis pas une poissonnière, je suis pas au marché, je suis pas là pour vendre quelque chose, je suis là pour convaincre les gens de reprendre leur avenir en main et de participer avec nous et de le faire avec nous ce changement. Et pas faire des promesses électorales qu'on ne tiendra pas. Ça, c'est pas l'ADN du collectif citoyen. Le collectif citoyen, c'est de travailler tous ensemble, main dans la main. C'est ça le plus essentiel. Et comme a très bien dit Radia par rapport au projet Evraz, on nous a rien demandé. Hein, on n'a pas été impliqués. Et nous, au collectif citoyen, on défend vraiment ce point de vue. On veut absolument, absolument qu'on revienne sur ce projet Evraz. Ce que je dis projet, il est déjà mis en œuvre. On a des témoignages vraiment incroyables de la façon dont on donne ces cours. Et il faut que ça cesse. Et ça, on doit le faire avec les citoyens. Donc je voulais juste m'arrêter là et seulement rappeler aux gens, on n'est pas là pour faire des promesses, on est là pour travailler avec les citoyens. Et on va le faire ensemble. Et on va gagner ensemble aussi. Hein? On est d'accord? On gagne ou on gagne pas? Je vous entends pas? Voilà, merci. Merci Radia, je te rends le micro. Qui veut prendre la parole ici? Oui, monsieur Kamel Lebar, qui est aussi candidat. Il me semble que tu es 11e, si j'ai une bonne mémoire. Merci Radia. Bonjour à tous. Je pensais que ça va être un grand jour d'avoir beaucoup de mamans, beaucoup de papas que j'ai rencontrés sur les marchés, sur les braderies, sur les brocantes, dans les mosquées. Ils m'ont dit oui, on n'est pas content de cette loi qu'ils nous ont imposée de la tête de la pyramide et qu'ils ont infligé à nos enfants dans le primaire. L'éducation sexuelle revient toujours à la famille. Je ne pense pas que un éducateur dans une association qui va enseigner mon fils qui a 4 ans ou 5 ans et qui va rentrer dans son intimité, que seule la maman, même le papa parfois, qui ne peut pas déranger cette intimité, que le garçon ou la fille accepte simplement sa mère. Est-ce que vous imaginez cette intrusion dans l'intimité d'un enfant et dire que cet enfant, il va ou il va recevoir un consentement? Est-ce que vous pensez à un enfant de 4 ans, il va donner son consentement d'attouchement? Il va comprendre c'est quoi un consentement à un enfant de 4 ans? J'ai regardé une vidéo de la grande défenseuse qui défend le projet Evraz aux États-Unis, une pédopsychiatre qui était en face d'un journaliste. Et alors elle lui disait, est-ce qu'un enfant à 4 ans peut décider de consentement? Il peut décider, cet enfant? Il lui a dit oui, on a fait toutes nos études que cet enfant il peut décider. Mais il lui a dit, cet enfant de 4 ans, est-ce qu'il croit au Père Noël qui vient avec des rennes et qui descend par la cheminée? Il lui a dit oui, on ne peut pas lui retirer cette chose d'enfance. Il a dit, madame, est-ce que vous rigolez sur moi? Vous êtes en train de dire qu'un enfant, il croit au Père Noël qui vole avec des rennes, une charrette, et qui descend et qui rentre dans les maisons par les cheminées, il va
savoir dire oui ou non à un adulte. Ah non, 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 monsieur le journaliste. Vous êtes trop malin, vous êtes en train de faire des questions malines. Vous voyez la situation à quoi je veux revenir avec cet exemple que j'ai vu. Moi, je ne tolère pas que mon fils de 4 ans, il s'appelle Adam. J'ai pas envie qu'un éducateur, avec ce petit bagage qu'il a et qu'il vient, enseigner à mon fils l'éducation sexuelle. Je pense que mon fils, il a le droit d'avoir son intimité. D'abord, je reviens sur un grand point. Si ce Evras, il dit qu'ils doivent éduquer les enfants à 4 ans, à 5 ans, moi je pense qu'ils doivent éduquer les parents. L'Evras, il doit être pour les parents. Parce que les pervers, ils se trouvent, et les gens pervers, ils sont parmi nous, à notre âge. Les pédophiles, les frustrés, les gens qui sont frustrés sexuellement. À ceux-là, il faut les enseigner. Aux enfants mineurs, à l'âge de 16 ans, 14 ans, il faut les enseigner. On n'est pas contre, mais pas à 4 ans, pas à 5 ans. Et je reviens au début de mon discours. Je croyais que j'étais en retard, parce que je suis arrivé à 2h35, 14h35. Et j'ai trouvé que Radia, la seule qui est en train de crier comme moi maintenant. Il y a autour une poignée de femmes qui s'intéressent à leurs enfants. Et une poignée des hommes qui s'intéressent aussi à leurs enfants. Mais la plupart, ils sont sur les marchés. La plupart, ils sont sur les brocantes. La plupart, ils sont dans les restaurants. Et alors, la seule explication que j'ai trouvée, que ces gens que j'ai rencontrés moi-même, s'il y avait quelqu'un qui m'a dit que j'ai rencontré ces gens, mais moi-même je les ai rencontrés dans les marchés, aux portes des mosquées, dans les brocantes, dans les cafés. Ils m'ont tous dit qu'on sera présent le 25 mai à 14h sur la place Albertine. Ils sont pas là. C'est quoi l'explication à tout ça? La dernière chose à laquelle ils peuvent penser, c'est leurs enfants alors. Ils sont pas intéressés par l'éducation de leurs enfants? J'ai payé. Ils sont intéressés par quoi? Préparer le mouton? Préparer les vacances? Manger dans les restaurants? Aller faire les brocantes et chercher la bonne offre pour habiller les enfants ou pour s'habiller, pour amener les cadeaux. C'est ça notre réalité. La dernière chose à laquelle on pense, c'est nos enfants. Bravo. Bravo. Et je vais terminer avec une seule parole que seuls les gens qui connaissent l'arabe vont le savoir. أقول قولي هذا حسبي الله ونعم الوكيل. Merci Kamel. Oui, je m'attendais moi aussi comme Kamel à trouver énormément de monde et bien plus de monde que nous avions au 17 septembre dernier 2023. Ça s'explique aussi par probablement la mise en place par Alexander De Croo de la Task Force Internet pour discréditer et faire du filtrage maximum dans l'information qui doit être diffusée sur les réseaux sociaux, puisque le terme Evras est galvaudé au point où, comme au temps du Covid, on nous empêchait de parler, on nous empêche aussi d'informer les gens, bien qu'il y ait eu quand même des personnes informées malheureusement. Il n'y a pas eu assez de monde et puis, comme dit Kamel, il y a des autres préoccupations. Alors, oui, est-ce qu'on pense vraiment à nos enfants ou bien on a amoindri ce qu'était l'Evras puisque la propagande était tellement forte? Ne l'oubliez pas,
tout comme a été la propagande pour la vaccination. Et on était vus comme des pestiférés, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, où on nous empêchait d'aller dans des endroits, on nous expliquait que nous étions des inciviques, qu'on mettait tout le monde en danger, qu'on était des dangers ambulants. Vous vous rappelez tout ça? Aujourd'hui, les résultats sont tombés. L'Union européenne, au niveau de la Commission européenne, on a reconnu beaucoup d'effets secondaires. Et on a mis en place aussi une indemnisation pour ceux qui ont eu énormément d'effets secondaires par rapport aux injections. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la masse qui fait la différence. Ça n'a jamais été la masse. Ça a toujours été les pionniers et les petites gens qui sont conscientisés, qui sont éveillés, quitte à être seuls, qui font toujours la différence. Il y a 10 ans de cela, j'étais ici seule. Je dois dire que c'est un succès, puisque quand même, on est beaucoup plus que un. C'est un succès. On est beaucoup plus que un. Donc c'est déjà bien. Mais au-delà de ça, le fait de se filmer et d'expliquer et d'avoir fait le film documentaire, d'avoir mis de côté les documents de côté, ça prend du temps à conscientiser les gens. Et c'est normal, mais maintenant c'est vrai que nous sommes limités par le temps, à 2 semaines des élections. Et les partis politiques, j'espère que les citoyens ne seront pas des amnésiques par rapport à tout ce que les partis nous ont fait. Tous les partis traditionnels nous ont fait. Et aussi les brasses dans notre dos, ça doit être une priorité en tant que parents. On la dégage et après on discute. On discute pas avec les miettes que vous nous donnez. Non, on n'acceptera jamais ça en tant que citoyen et en tant que parent. Donc, je vous invite tous, chers citoyens, à voter le 9 juin pour le collectif citoyen, la liste 20. La liste 20. Ce sont des parents comme vous et moi, des citoyens de tous bords, qui veulent une véritable démocratie participative, qui veulent dégager tous les pourris qui nous ont mis dans la merde dans laquelle on se trouve aujourd'hui, depuis des années où on nous enlève de plus en plus notre libre choix, notre libre arbitre, et on nous confisque notre droit de penser aujourd'hui. Même pour la pensée qu'on peut avoir ou diffuser nos idées, on peut être judiciarisé parce qu'on va toujours faire l'utilisation de l'appel à la discrimination. C'est une manière de museler les gens. C'est une manière de museler les gens. Oui, je suis tout autant discriminée, moi. C'est pas pour autant qu'une loi contre l'islamophobie spécifique a été faite dans cet État. On nous englobe, nous les musulmans, dans des lois de manière à ne pas avoir des outils efficaces pour nous-mêmes, pour nous défendre. Si moi, en tant que maire aussi, je devais faire un procès, en tant que maire, pour toutes les insultes que l'on fait dans la population et entre les jeunes, avec des insultes visant l'inceste aux mères, vous m'aurez compris de quoi nous parlons, ben on serait très riches, nous les mamans. On serait très très riches. Hein, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit N 3 petits points ta maman. Si on devait faire des procès à tout le monde sur ça, bah déjà, il y en aurait beaucoup qui fermeraient un peu plus leur gueule. Oui. Et les mamans seraient très riches aussi. Donc le but c'est quoi? Est-ce que c'est de rendre tout le monde dans une dictature où on ne peut plus rien se dire et même on ne pourrait même pas se dire merde? Accordons-nous pour avoir le droit d'être en désaccord. Au moins accordons-nous pour avoir le droit d'être en désaccord. Et de se dire merde. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus démocrate pour trouver des solutions ensemble que de nous mettre des lois qui visent à censurer, soi-disant, pour protéger et faire une safe zone. La censure n'attise que la haine de part et d'autre. Tous ces collectifs pseudo-défenseurs, des pseudo-discriminés, sont un outil de l'État qui vise à diviser le peuple encore plus. Ils font les petits caporals, les petits chefs. Je préfère que quelqu'un me dise « ton islam m'énerve ».
J'ai pas besoin de lui dire que c'est un islamophobe. Je cherche à comprendre pourquoi il le dit, et on discute, et on a le droit d'être d'accord et pas d'accord, et c'est pas grave. Et c'est beaucoup plus sain. Et on se respecte même si on n'apprécie pas les croyances respectives des uns et des autres. C'est légitime. C'est aussi ça la liberté. Voilà. Merci à vous.